Le lien armée-nation est fondé sur l'engagement mutuel entre les citoyens et leur armée et sur la perception de celle-ci par l'ensemble de la société, mais également sur l'action des armées au profit de la nation. Une armée plus dévouée à la nation, c'est le thème de notre grand débat du soir. Pour ouvrir cette semaine qui s'annonce, j'espère pour nous, fructueuse, le général Guy Pamphile Mouissi, consultant CTRI, et Frédéric Mbamisang, expert et spécialiste des questions de défense, sont mes invités. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bonsoir. Alors, on parle justement de ce lien entre l'armée et la nation. Mais avant, messieurs, permettez, on va essayer de définir les différents thèmes qui sont utilisés tout au long de cette émission. Et donc, avec le général Guy Pamphile Mouissi, on veut comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne en termes de définition de l'expression armée. Bien, merci de me donner la parole et je salue Gabon 24. Alors, nous avons deux termes, l'armée et la nation. Alors, on peut considérer, si on mène une approche sémantique, que l'armée est un groupe d'individus organisés, létalement équipés, sous les ordres d'un chef et qui a ce souci de protéger et garantir la conservation et la sûreté, sécurité des personnes et des biens. Sur un tout autre plan, on peut considérer que l'armée est régie par cette instance fêtière et universelle qui sont les Nations Unies, article 2, titre 9, dans le cadre des traités de paix et autres actions de coordination sur le plan international. Les Nations Unies évoquent également une définition dans le cadre de la sécurisation collective. Et à notre niveau, c'est-à-dire notre espace CEAC, il y a ce principe d'intégration sous-régionale qui est conforté par le principe lui-même de la cohérence des buts. Venons-en à la nation. Alors, la nation est ce groupe d'individus organisés qui a conscience de son unité, beaucoup plus de son unité, de son vivre ensemble. On parle de la nation gabonaise et à ce titre, au cours de ce débat, je vais effectuer un basculement permanent entre la notion de nation. Et la notion de peuple. Ah, d'accord. Voilà. Je ne sais pas s'il faut ajouter quelque chose d'autre. Ces deux termes, deux actoriels tellement subtils que la plupart des États ont à cœur de mener cet équilibre entre l'armée et la nation. Et le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a eu cette intuition précoce, tout de suite après le 30 août, de bien regarder les intérêts réciproques qui mènent à l'équilibre entre l'armée et la nation. Nous reviendrons au cours du débat sur les éléments substantiels liés à ce concept. D'accord, merci à vous, le général Guy Pamphile Mouissi. On rappelle que vous êtes consultant CTRI. Avec vous, monsieur Frédéric, peut-être aussi, vous avez peut-être des ajouts par rapport à la définition de ces notions. C'était peut-être militairement que le général a défini, peut-être un peu de manière plus simple pour que le commun des Gabonais qui nous regardent essaye de comprendre justement la définition de ces deux termes et pourquoi pas parler directement du lien entre l'armée et la nation. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager avec vous et surtout avec tous les Gabonais qui nous regardent, surtout sur un thème aussi d'actualité, le lien armée-nation. Je vais également adopter une approche sémantique en disant que l'armée est avant tout un appareil de l'État chargé de faire la sécurité des biens et personnes, la sécurité nationale. Voilà. Et pour parler de la nation est composée d'un ensemble de communautés, qui partagent ensemble les mêmes souvenirs, même histoire, et qui ont obligation de vivre ensemble. Si on parle de nation gabonaise, bien évidemment, c'est parce que nous avons plusieurs communautés qui fédèrent
plusieurs communautés qui vivent ensemble. Et quand on parle de l'armée-nation, dans armée-nation, il y a armée nationale, il y a la nation. Donc l'armée de la nation. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Simplement que l'armée appartient à la nation et que l'armée partage les mêmes valeurs que la nation. Quelles sont ces valeurs? Nous avons dit par exemple l'unité nationale. C'est quoi l'unité nationale? C'est le ciment de la nation. Puisque si les différentes communautés qui composent la nation se séparent, il n'y a plus nation. Et lorsqu'on parle d'une armée nationale, c'est une armée qui est à l'image justement de l'ensemble de ces communautés. C'est une armée où fédère les différentes communautés qui composent la nation. Et je vais peut-être vous choquer parce que il y a de cela un temps, le terme d'armée nationale était utilisé de façon galvaudée au Gabon parce que jusque-là, on n'avait pas encore une armée nationale pour la simple raison que si toutes les communautés qui composent la nation gabonaise ne se retrouvent pas à l'intérieur de l'armée, cette armée ne peut pas être nationale. On n'avait pas une armée nationale, vous pensez que c'est le cas aujourd'hui? Bien sûr, et récemment, l'armée devient une armée nationale avec l'intégration de la communauté des autochtones du Gabon qu'on appelle les Baka ou les Pygmées. Et vous avez vu récemment, lors du défilé militaire du 17 août 2023, vous avez vu, ils font partie, c'est une composante de l'armée. 17 août 2024. 2024, c'est une composante effective de l'armée. Et lorsque j'entends les uns et les autres dire que ces derniers ont été intégrés dans l'armée en raison justement de leur expertise de la forêt, de leur connaissance de la forêt, sans pourtant ajouter le lien de la nation, cela me gêne parce que, oui, certes qu'ils ont d'expertise de la forêt, mais surtout, c'est une communauté à part entière de la nation gabonaise. Et lorsque cette communauté-là manque dans l'armée, on parle à tort d'une armée nationale. D'accord. Oui, général. Oui, je voudrais juste ajouter un élément qui est un élément essentiel. Il y a un fait d'inclusivité dans ce concept armée-nation. Par le principe de citoyenneté, le militaire fait partie de la nation. L'armée fait partie de la nation. Naturellement. Voilà. Et par un principe interchangeable, notamment quand il s'agit de visualiser le jeune dans un avenir prospectif, on se rend bien compte que ce jeune qui a été marqué par une armée opérationnelle peut effectivement intégrer par sentiment d'admiration. Donc, le militaire d'aujourd'hui peut réintégrer la nation. Il y est déjà, mais il réintègre, par exemple, quand il s'agit de faire ses adieux aux armes. Et le citoyen de la nation, du fait qu'il soit jeune, peut intégrer l'armée. Il y a cette intimité profonde qui fait que l'équilibre recherché est vraiment la préoccupation des différents chefs d'État et la préoccupation des différentes gouvernances. Venons-en à l'analyse spatio-temporelle. C'est-à-dire, il s'agit de quoi? Il s'agit de considérer ce concept dans le cadre de la transition. Dans le cadre de la transition, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Olyki Nguema, a pris soin de réunir l'armée le 4 septembre 2023 et, progressant vers la fin de la transition, il a récemment réuni l'armée le 1er mars 2025. Alors, ce n'est pas anodin. Expliquez-nous. Ce n'est pas anodin parce qu'il fallait, dans un premier temps, inculquer les valeurs, ou plutôt les réinculquer, parce que nouvelle situation égale nouveau comportement, et approchant de la date des élections, on peut considérer que notre armée, perçue en mars, le 1er mars 2025, en termes d'effectifs et en termes de sa représentation, n'est pas la même qu'en 2023. Il y a eu quelque chose de nouveau. Alors dites-nous. Il y a eu les paramilitaires qui se sont ajoutés en mars.
Il y a eu les paramilitaires qui se sont ajoutés en mars, les eaux et forêts, la douane, et la perception de la sécurité va être beaucoup plus protéiforme, beaucoup plus élargie. Alors, il s'agit d'une armée qui va donc être beaucoup plus proche de ces populations. Nous allons certainement y revenir à travers les questions que vous allez poser. Et une armée beaucoup plus cohérente dans sa variété d'exécution. C'est en cela que le chef de l'État marque un coup décisif dans sa vision de la gouvernance militaire. Bon, maintenant, au niveau de la nation elle-même, la définition de la nation va s'apparenter à la nouvelle définition de l'armée. Ce principe d'inclusivité va être dynamisé par les nouveaux éléments qui tendent à donner une appréciation totalement nouvelle. D'accord, on va revenir aussi, on va peut-être refaire la différence entre la nation et le peuple, parce qu'au fur et à mesure que nous avançons dans notre débat, il y a forcément des questions qui ont en lien avec cette relation entre le peuple et son armée, on reviendra, mais avec vous, M. Frédéric, alors, au regard de tout ce qui se dit depuis le début de cette émission, existe-t-il finalement donc un lien indissociable entre l'armée et la nation? Si oui, lequel? D'accord. Je voudrais d'abord préciser qu'il ne faut pas surtout réduire le lien armée-nation au lien, j'ai envie de dire, au rôle social de l'armée. C'est-à-dire, expliquez-moi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas réduire le lien armée-nation au rôle social de l'armée parce que l'armée a un rôle social. Parce qu'on dit en temps de guerre, l'armée est faite pour faire la guerre. Mais lorsqu'il n'y a pas la guerre, l'armée est utilisée à des usages domestiques. L'armée est appelée justement à remplir un certain nombre de missions dans le quotidien. C'est ce qu'on appelle le rôle social de l'armée. Et pour ceux qui Quel type de mission, par exemple? Par exemple, ce qui se passe, ce que l'armée fait avec la santé militaire, avec, nous avons vu l'armée... Le génie militaire, nous avons vu l'armée faire la propriété de la ville et d'autres services. Et je pense que de ce point de vue, l'analyse du Marshal Lyautey, dans son livre « Le rôle social de l'armée », est beaucoup plus approfondie. Donc nous ne devons pas réduire seulement le rôle armée-nation à ce niveau parce que ce sont des missions qu'on voit. Il y a aussi d'autres missions que l'armée doit accomplir qui ne relèvent pas des missions sociales. Parce que la nation, ce n'est pas seulement que les communautés. La nation, c'est aussi les symboles. La nation, c'est aussi les valeurs que nous partageons. La solidarité, n'est-ce pas? La solidarité, l'union, la fraternité. Et au titre de ces symboles, nous avons le respect des valeurs, le drapeau national. Vous voyez? Quel est le lien de l'armée avec le drapeau? C'est un lien qui rentre dans le concept armée-nation. Quel est le lien que l'armée entretient avec les valeurs de la République gabonaise? Comprenez? Et lorsque le président de la transition a pris la décision justement d'aller dans des établissements, voir, sinon participer à côté de nos jeunes élèves, participer à la montée des couleurs, ce n'est pas parce qu'il n'avait rien à faire ce matin. Non, c'était pour aller susciter encore plus d'engouement auprès de ces jeunes qui constituent justement le fondement de la nation, montrer à ces derniers que le drapeau national a une valeur symbolique indéniable. Et c'est ça la nation. Partout où on se trouve, lorsqu'on voit le vert, jaune, bleu, ça devrait nous interpeller. Parce que c'est le vert, jaune, bleu qui compose la nation. Et auprès des élèves, vous avez vu l'engouement qu'il a eu lorsque le président a fait le tour des établissements pour cela. C'était pour également renforcer le lien armée-nation dans le cœur, dans la tête, dans l'esprit de ces jeunes. Pourquoi renforcer le lien entre armée et nation? Y avait-il un problème? Si, on le sait. L'ancien système n'a pas véritablement mis l'accent sur le lien armée-nation. Nous avons vu, l'hymne national n'était plus chanté dans les établissements. Si vous faites le tour des quartiers, de mon expérience, je suis allé dans 4 chefferies, sinon les chefs de quartier. Le drapeau était déchiré par-ci, par-là, vraiment. C'était des symboles qui faisaient mal à voir. Mais aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un nouveau rapport que
j'ai envie de dire, le nouveau pouvoir entretient avec ces symboles. C'est là le lien armée-nation. Ce lien-là est mystique. Mystique dans le sens qu'il n'est pas pratique, mais il crée une relation que l'on ne voit pas entre le citoyen et la nation. D'accord, mais finalement, Monsieur Guy Pamphile, général, on parle de ce lien armée-nation. Monsieur Frédéric Fezaïta, de ce lien qui s'était quand même effrité entre la nation et le peuple et l'armée. Selon vous, qu'est-ce qui a favorisé justement cette cassure entre l'armée et la nation autrefois? Il y a ce besoin de retrouver un point d'équilibre entre l'armée dans son fonctionnement et la nation dans sa vitalité. Il faut donner à l'armée toutes ses prérogatives. C'est pour cela que le chef de l'État, qui a longtemps regardé l'armée, qui a longtemps observé l'armée dans ses capacités exécutoires, s'est rapidement rendu compte que les militaires doivent être équipés, non seulement pour les missions de DOT, défense opérationnelle du territoire, mais aussi pour les missions extra-régaliennes, qui sont, comme a dit mon collègue à côté, les missions d'action civilo-militaire. Ce rapprochement avec la population nécessite que l'armée soit équipée. C'est pour cette raison que, en avril 2024, le chef de l'État a équipé les forces armées, les forces de défense et de sécurité de manière générale, à hauteur de 280 véhicules utilisables sur les 3 dimensions, terre, air, mer, mais aussi un certain nombre d'équipements de maintenance, un certain nombre d'équipements allant dans le sens de redonner à l'armée ses capacités opérationnelles. Parce que l'évaluation de la capacité opérationnelle va dépendre également de cet aspect-là, puisqu'il est dissuasif. De l'autre côté, vous avez la nation. La nation, de manière globale, attend que ses aspirations soient assouvies, notamment la préoccupation des fonctionnalités vitales, le vivre ensemble, les libertés fondamentales, mais également la vision prospective dans la prise en compte du métier des jeunes. Alors, il se trouve que ce point-là, cet équilibre a été vicié, il a été mal entretenu, et avec le temps, à la faveur des événements et des circonstances, nous sommes arrivés à un conflit générationnel, nous sommes arrivés à un conflit communicationnel qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, il est difficile de concevoir que nous sommes partis de la situation avant le 30 août, où vraiment il y avait vraiment no communication. Il n'y avait rien du tout. Des amours également. Il n'y avait rien du tout. Avec un risque de basculement communautaire, il fallait justement que ces préoccupations soient prises en compte, redonner à l'armée ses lettres de noblesse, la confiance, et aussi au niveau de la nation, s'attaquer aux préoccupations primaires, secondaires et tertiaires qui sont les conditionnalités vitales du peuple. Je vais donner une précision. Oui, allez-y. Voilà, une précision sur mon collègue à côté. Il a dit il y a les missions régaliennes, c'est vrai, mais ne nous limitons pas aux missions fondamentales de l'armée. Il y a aussi des missions transverses qui sont des missions qui créent beaucoup plus le rapprochement avec la population. Il a évoqué la santé militaire. La santé militaire a toujours été à côté du chef de l'État dans ses différentes missions interprovinciales. Donc, à chaque fois, il y a eu mission interprovinciale, il y a eu mission d'évaluation sanitaire à travers des actions sur le terrain, actions médico-médicales, chirurgicales, mais il y a aussi eu tous ces facteurs de reconstruction et d'aménagement, notamment l'implantation des casernes de sapeurs-pompiers et
toutes les actions qui vont dans le sens de sécuriser et de structurer mentalement le citoyen. Dans ce cadre-là, bien précis, le rapprochement, il est fait de manière positive. Ah, c'est maintenant qu'on l'observe, avant ce n'était pas le cas. Monsieur Frédéric, peut-être rappeler cette question, nous sommes quasiment à la fin de cette première partie, on va essayer d'évoluer. L'armée est un instrument au service du peuple ou des décideurs? Pour revenir peut-être, avant de répondre à cette question, pour revenir sur la notion, revenir peut-être sur la différence, s'il y en a une bien sûr, de cette notion de peuple et de nation. Je suis un peu réticent lorsque on parle de peuple au sein de la nation, parce que le terme qui sied lorsqu'on parle de peuple, c'est la communauté. Parce que ce sont les communautés qui fondent la nation, et à l'intérieur de ces communautés, on peut trouver des individus ou le peuple, comme vous voulez. Maintenant, si vous m'interrogez sur la notion du peuple, je ne vais plus me prononcer sur cette notion en tenant compte justement de la nation, mais plutôt du lien politique qui unit les différentes communautés. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de peuple. Le peuple en démocratie, par exemple, c'est-à-dire un peuple émancipé, justement, des logiques de la communauté, n'est-ce pas? Un peuple qui partage non plus les valeurs de la communauté, n'est-ce pas? Mais des valeurs de la République. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on parle de peuple. Mais je voudrais plus m'appesantir sur le lien armée-nation. Permettez-moi de démontrer ce qu'on appelle une armée en nation, notamment à ceux qui nous suivent. Lorsque le recrutement n'est pas national, on ne peut pas parler... Qu'est-ce que vous entendez par recrutement national? Le recrutement de l'armée. Lorsqu'on recrute, lorsque l'armée fait des recrutements... Ça se fait à travers les 9 provinces. Et que ce recrutement-là privilégie une communauté au détriment d'autres communautés, il y a risque que l'armée implose. Et on dit que l'armée est une grande école de la nation. Pourquoi? Parce que c'est au sein de l'armée qu'on retrouve l'unité. L'unité qui fait en sorte, qui est le ciment de la nation. Dans l'armée gabonaise, aujourd'hui, elle est une armée nationale parce qu'on retrouve toutes les communautés du Gabon. Et l'armée reste la seule institution qui n'a jamais connu de crise interne, du moins jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que... Ce général Guy Pamphile ici de nous confirmer. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu les femmes dire, bon, nous allons faire notre armée des femmes, pour nous dire, nous allons faire notre armée... Vous voyez, tous se comportent comme un seul homme, et c'est ce qu'on appelle une corporation. Ils partagent les mêmes valeurs, les valeurs nationales, ils respectent, ils saluent les mêmes identités, ils partagent tout ensemble. Et voilà pourquoi on dit que l'armée est une grande école, parce que les valeurs de la nation, on les retrouve directement dans l'armée. Le respect, j'ai envie de dire, la convivialité. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait notre armée une armée nationale. Et plus encore, vous savez, ce qui fait une armée, c'est la question ce qui fait une armée, c'est l'exemplarité. De la même façon qu'on ne peut pas construire une nation si nous-mêmes, nous ne sommes pas des exemples. Il faudrait que nous soyons des modèles. Et l'armée a toujours constitué ce modèle, il faut le reconnaître, quel que soit le pouvoir qui est en place. On n'a jamais vu un militaire femme prendre les armes pour dire je vais tuer un militaire téké ou un militaire téké tuer, au-delà des petites crises, des petites frustrations qu'on a observées à l'intérieur de l'armée, dues également justement à la mauvaise gestion des hommes. Je prends par exemple le cas de la garde républicaine, où je n'ai pas encore publié mon enquête là-dessus parce que je suis sur un travail dessus, où semblerait-il que les 70% qui composaient ce corps, n'est-ce pas, appartenaient à la province du Haut-Ogooué. Vous voyez, et dès que le général Brice Clotaire Olinguima a pris la tête de cette institution, nous avons vu que les chiffres ont changé et aujourd'hui, il y a cet équilibre-là qu'on observe au niveau de la garde républicaine. Vous voyez, tous ces efforts qu'il est en train de faire, c'est justement pour faire asseoir la nation, n'est-ce pas, au sein de l'armée et pour que l'armée reflète l'image de cette nation qui est
indivisible de cette nation qui prend en compte toutes les sensibilités. Et c'est une très bonne chose. Malheureusement, 26 minutes, ça passe très vite. Alors, messieurs, on va marquer une petite pause et puis en revenir pour parler justement de ce thème qui est important pour notre nation, pour notre armée, surtout que nous sommes en train petitement d'aller à la fin de la transition. Petite pause et puis on se retrouve derrière. Le général Guy Pamphile Mouissi, consultant du CTRI, et Frédéric Mbamissong, expert et spécialiste des questions de défense, sont mes invités. Ce lundi, on parle justement de cette notion armée-nation. On parlait justement du lien et comment faire pour renforcer. On a donné quelques exemples qui ont été... des exemples des décisions qui ont été prises par le général de brigade, Brice-Clotaire Oligui Nguema, pour justement essayer de renforcer cette notion. On était sur cette question, même si vous l'avez un tout petit peu évité, Monsieur Frédéric Mba, la question de savoir si l'armée était un instrument au service du peuple ou de la nation, c'est selon, ou au service des décideurs. Non, je vais rebondir depuis le 23 août 2023. Non, depuis le 30 août 2023, l'armée a changé de posture au sein de la, j'ai envie de dire, de la nation. Oui, avant de revenir sur ce qui s'est passé, cette transformation, oui. On veut savoir dans la norme, qu'est-ce qui devrait être? L'armée devait être au service de qui? L'armée est au service du peuple. D'accord. L'armée est au service du peuple, surtout dans un État démocratique où le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple d'abord, avant les décideurs. Comprenez? Donc l'armée est au service du peuple. Sauf que l'armée, dans la trilogie clausewitzienne de la guerre, nous avons 3 niveaux. En haut, nous avons la politique, nous avons la stratégie et nous avons la tactique. Donc, d'un point de vue opérationnel, l'armée est soumise aux décisions de la politique. Parce que c'est la politique qui donne des ordres, qui fixe la ligne à atteindre, et l'armée, avec la classe stratégique, met en place des stratégies et des mécanismes pour pouvoir atteindre la vision définie par le politique. Donc, de ce point de vue, je fais bien la différence entre ce qu'il y a d'hiérarchie militaire, n'est-ce pas, et ce qu'il y a justement des décisions, ce qu'il y a de la production des services de l'armée. Au niveau de la production, des services, c'est d'abord le peuple qui bénéficie des services de l'armée, mais au niveau de l'ordre, l'armée est sous les ordres du pouvoir civil, c'est-à-dire des autorités politiques. D'accord, l'armée ou du politique. D'accord, l'armée sous les ordres des autorités politiques. Est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir quand M. Frédéric dit que l'armée est sur les ordres du politique? Est-ce que c'est parce qu'en tant que militaire, on est sous les ordres du politique et si le politique nous demande de bombarder les citoyens, je dis ça, demande de bombarder, de tirer sur les populations? Est-ce que, au nom du fait que l'on soit sous l'ordre du politique, l'armée se lève et bombarde cette population qui, partie intégrante de la nation? Bon, écoutez, je vais vous répondre simplement. Remettons les choses à l'endroit. L'armée est un élément constitutif de la souveraineté de l'État, tout comme le territoire et tout comme le peuple. La mission fondamentale de l'armée, c'est la mission de défense opérationnelle du territoire qui se glisse en action dans la protection des personnes et des biens. Sous ce prisme-là, on peut aisément dire que l'armée est sous la tutelle décisionnelle de l'État. Certains cas assez particuliers, certains cas marginaux, comme le déclenchement ou l'activation de l'arme nucléaire est l'exclusivité décisionnelle du chef de l'État. Je fais allusion au poste de commandement Jupiter. Mais revenons au Gabon. C'était juste pour donner cette précision. Revenons au Gabon parce que une armée qui va être au service d'un individu va forcément controverser les données fondamentales de la souveraineté de l'État et de la République.
C'est pour cette raison, il faut toujours le signaler, que le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a cultivé une gouvernance militaire pendant la période de transition, une gouvernance militaire mais partagée, ce qui a créé justement ce tandem assez intime entre l'armée et la population, l'armée et la nation. Je disais tantôt que je vais à chaque fois jongler un peu entre population et nation. Parce que la nation, perçue comme un sentiment, un objectif à atteindre, parce que l'idée de nation, elle est graduelle. Aller rechercher un très fort pourcentage de l'intimité entre une armée qui est censée protéger sa population, son territoire et les biens à l'intérieur de ce territoire, et cette population qui vit sur ce territoire. Il y a un esprit de sacerdoce, un esprit de sacrifice. Et justement, l'exemplarité forte de ce sacerdoce et de ce sacrifice, c'est justement l'engagement, la prise d'initiative absolue du 30 août 2023. D'accord. Et peut-être pour poursuivre avec cette question, parce que c'est une question qui a quand même fait couler beaucoup d'encre des salives. On a vu au lendemain du 30 août 2023, les populations gabonaises aller vers leur armée. On a vu dans d'autres provinces, ça ne s'est peut-être pas fait ici au niveau de Libreville, les populations qui sont allées offrir même du café, offrir des boissons, tout contentes, qui ont jubilé autour de leur armée. C'est quand même des images fortes qu'on avait jamais vécu au niveau du Gabon. Il faut dire quand même que là, quelque chose s'était passé. Bien sûr, bien sûr. Il faut surtout dire que lorsque l'armée et le peuple poursuivent les mêmes objectifs, il n'y a pas de tension entre eux. Il n'y a pas de tension entre eux. Le peuple avait ses désirs de se sentir libre. Le peuple avait ses désirs de rompre avec l'ancien système. Et les tensions entre le peuple et l'armée se justifiaient du fait que le peuple pensait que l'armée était là pour contribuer à la longévité politique d'un système. Le peuple ne pensait pas, c'est ce qu'on voyait, ce qu'il vivait au quotidien. Donc, du coup, lorsque cette armée prend la lourde décision de rompre avec l'ancien système pour laisser triompher la volonté du peuple, vous voyez que le peuple se retrouve tout de suite dans son armée, parce que c'est l'armée du peuple, dans son armée. Et du coup, il y a eu j'ai envie de dire, cette fusion, ce lien d'attachement entre l'armée et le peuple, ce qui a donné une certaine légitimité à l'armée en raison justement de l'engouement du peuple par rapport à ce qui s'est passé. Et je pense que le peuple a été pour beaucoup dans la reconnaissance, pendant cette transition, la reconnaissance du Gabon dans les institutions internationales, au-delà du fait qu'il y ait eu un coup d'État, mais j'ai envie de dire l'engouement du peuple a fait en sorte, parce que c'est le peuple qui est d'abord souverain, je l'ai dit, dans un État démocratique, le fait que le peuple se retrouve massivement dans ce qui a été fait a beaucoup facilité les choses. Et c'est le lien entre en nation qui a, le lien de confiance qui a beaucoup plus été renouvelé, et le rendez-vous manqué pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies entre l'armée et la nation, l'armée et le peuple, ce rendez-vous-là a finalement été honoré le 30 août. Monsieur Général Moïse. Voilà, c'est très important ce que dit mon collègue, mais j'ajouterai quelque chose. Le dénouement de l'histoire admet de prendre en compte deux facteurs essentiels. Il y a le temps et il y a les circonstances. Les circonstances, c'est cet événement marquant du 30 août. Et le temps, c'est ce laisser-faire qui, dans l'esprit de la population, mais on se demandait, mais on va encore faire comment pour évoquer le slogan traditionnel gabonais. On va encore faire comment? Qu'est-ce qui va se passer s'il faut faire confiance au temps? Ben, écoutez, le temps, par sa durabilité, va peut-être régler les choses. Mais à un moment, il y a ce trop-plein qui fait que la population, au risque de basculer dans un conflit générationnel, ou bien dans un conflit qui va justement aller dans le sens d'obérer cette richesse
républicaine et ce lien entre l'armée et la nation, ce concept, dirait-on, alors la population s'est interrogée. Et surtout qu'il y a un effet subséquentiel, c'est que il y a eu, le 17 janvier 23? Le 17 janvier, le coup du jeune Kelly Ondo, qui a fait en sorte que, bien, mais la population se demande, mais ça a échoué. Espoir ou désespoir? Alors, on retombe dans le désespoir. Et puis après, de main de maître, sans effusion de sang, avec une subtilité d'engagement, le CTRI a pu prendre les devants et annihiler toute protubération, toute évolution vraiment dramatique de la situation. C'est cet aspect-là qu'il va falloir prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a les circonstances et il y a le temps. D'accord. À un certain moment, il va falloir prendre le risque en termes d'engagement et d'initiative. D'accord. Voilà. En parlant de circonstances... Dans le bon sens, bien sûr. En parlant de circonstances et de temps, peut-être qu'après vous allez rebondir, Général Mouissi, mais je vais poser la question à M. Frédéric Mba, qui est expert justement dans ces questions. Le principe de la République, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, un principe très souvent bafoué quand même avec l'aide de l'armée au Gabon. Vous savez, c'est même pas un problème du Gabon. C'est même pas un problème du Gabon, c'est un problème des États africains. Du moins... D'accord, je préfère qu'on reste, puisqu'on parle, on est dans la fin de la transition, je préfère qu'on reste au niveau du Gabon. D'accord, je vous comprends, mais je ne voudrais pas que le Gabon soit indexé de plus en plus, parce que j'ai envie de dire... Non, c'est juste pour comprendre justement entre ce qui s'est passé avant et ce qu'on vit aujourd'hui, pour faire le lien, pour que j'en comprenne très bien finalement qu'est-ce qui s'est passé. L'armée doit créer la confiance au sein de la société. Ce n'était pas le cas. L'armée doit créer avant le 30 août, ce n'était pas le cas, je vous ai expliqué. Parce que l'armée était sous les ordres, non pas les ordres de l'État, mais sous les ordres d'un homme. Parce que je fais la différence entre ce qu'il y a les ordres de l'État en tant qu'institution et les ordres d'un homme à vie du pouvoir. Je ne vais pas défoncer les portes ouvertes. Mais est-ce normal qu'un pays ait une armée qui soit sous les ordres d'un homme? Mais bien sûr, parce que vous savez, il y a des institutions, mais ces institutions sont gouvernées par des hommes, n'est-ce pas? Si l'homme ne fait pas la volonté de l'institution, c'est l'institution qui va faire la volonté de l'homme. Et c'est pour vous dire simplement qu'avant le 30 août, n'est-ce pas, nous avons eu des hommes forts et non pas des institutions fortes. Voilà ce qui justifie la question de la refondation des institutions. Vous voyez? C'est ce qui justifie la question de la refondation des institutions impulsée par le CTRI. Impulsée par le CTRI. Parce que le CTRI a compris que ce qui a fait le problème dans l'ancien système, c'est la faiblesse des institutions, n'est-ce pas? La force des hommes. Au détriment des forces, au détriment des hommes forts. Or, si nous voulons construire une nation, si nous voulons construire un État fort, il faudrait d'abord remettre en place l'ancien fichier et revenir sur les institutions. Sauf que l'une des critiques qu'on fait justement à la CTRI, c'est d'avoir pensé que les institutions, c'est d'abord, avant tout, j'ai envie de dire, les institutions démocratiques. Or, les premières institutions dans une nation et dans une république, c'est d'abord l'homme, l'individu. Tant que vous n'êtes pas d'accord avec ces critiques formulées par plusieurs Gabonais? Bien sûr. Si on ne change pas la mentalité des Gabonais, quelles que soient les lois qu'on va prendre, quelle que soit la constitution qu'on va écrire, nous arriverons même à la 17e République, les Gabonais vont toujours agir de la même façon. Et on a l'impression que cette transition-là est passée sans pourtant que ce comité-là ne mette en place des initiatives fortes pour impacter la mentalité des Gabonais. Et la première institution a donc été oubliée. Donc, le souhait, c'est de voir qu'à la longue, que les futures autorités, n'est-ce pas, mettent en place un accent particulier sur l'éducation populaire, mettent un accent particulier sur, j'ai envie de dire, le formatage, justement, de... Il faut que l'homme se réapproprie justement les valeurs de la nation. Notamment, oui, monsieur Général Pamphile. Je demanderai à mon collègue de m'accorder que je m'inscrive en faux dans son appréciation
de la prise en compte des données et des valeurs traditionnelles et des vertus. Vous savez, le CTRI, après le 30 août, a eu une trajectoire de chronogramme avec des points décisifs. La plupart des points décisifs, les cases, ont été cochées. Il y a un fait inédit. Un fait inédit, lors de l'annonce du communiqué 027, qui ordonne la prise en compte des administrations et du peuple gabonais à respecter la montée et la descente des couleurs, le lundi et le vendredi, le chant de l'hymne national, je pense que là, ça a été un moment fort. Et aujourd'hui, plusieurs communautés, administrations et citoyens s'inscrivent dans cette logique et ont fortement apprécié cette instruction, cette très haute instruction du chef de l'État. Mais il faut considérer quelque chose. Et à ce moment, permettez-moi d'emprunter Hervé Patrick Couto-Begari qui dit « Les circonstances commandent la décision ». Alors, quelles ont été les circonstances qui ont commandé la décision? Toute la précarité avant le 30 août, l'observation de toute la gabégie et toutes les déprédations qui ont été constatées, et la décision, c'est justement le coup de la libération. Je pense qu'il y a aussi un effet communicationnel. Vous savez, au Gabon, on a un peu le culte de l'éphéméride. C'est-à-dire qu'on prend en compte des fois des données qui ne vont pas forcément dans le sens de l'objectivité. On prend en compte quelquefois des éléments qui marquent les cœurs, mais de la moins bonne des manières. Aujourd'hui, il est question qu'on regarde de l'avant. Aujourd'hui, il est question de réintégrer le champ Union africaine, et là, nous sommes en phase de le faire. La case CEAC a été cochée, et je me souviens justement pour justement évoquer cet aspect d'inclusivité, vous vous souvenez qu'à la fin du mois de décembre 2023, à Djibouti, il y a eu un sommet extraordinaire de la CEAC. 22 conclusions ont été retenues. Dans l'une des conclusions, l'aspect majeur était le principe d'inclusivité. Le chef de l'État a pris à corps ce principe d'inclusivité, l'intégré dans son style de gouvernance. Le chef de l'État a pris à corps cette unité, et l'inclusivité dans l'unité va être le cheval de bataille du chef de l'État. Donc, prenons en compte les aspects substantiels qui donnent vraiment une trajectoire positive à la gouvernance actuelle du chef de l'État. C'est essentiel parce que ce sont des données d'appui. Ce sont des données d'appui qui donneront de la crédibilité à la gouvernance du chef de l'État. Général Moïsi, on est tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais quand même ce que M. Frédéric Mba a évoqué, c'est quand même une question essentielle, le changement de mentalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le drapeau, les vœux de drapeau, la descente du drapeau, mais il n'y a pas que ça, il faut un peu plus. Le chef de l'État a martelé le changement des mentalités est sa priorité fondamentale. Et il a posé des actes dans le changement, dans cette volonté de changer de mentalité. Il a ce souci d'exemplarité. Le chef de l'État est altruiste, émotif. C'est avec ses valeurs fondamentales, humanistes, qu'il prend en compte la population pour en faire une cohérence avec justement l'armée. On découvre, tiens, les militaires, finalement, ils sont capables de faire ceci, finalement, ils sont capables de cela. Beaucoup ont toujours pensé que les militaires avaient uniquement lieu de cité dans les casernes. Mais non. Mais le militaire, aujourd'hui, c'est une personnalité, un citoyen protéiforme qui prend en compte plusieurs aspects. Et les aspects qui fondamentalisent justement la gouvernance militaire sont
des aspects souvent pris en référence dans le corpus militaire. L'ardeur au travail, l'exemplarité, l'esprit de sacrifice, l'intérêt porté aux subordonnés. Vous voyez des valeurs qui font que le militaire ait ce côté altruiste, et ça c'est important. D'accord. C'est pourquoi je disais lors d'un plateau, Oui, allez-y. Gabon d'abord c'est bien, mais Gabon d'accord c'est mieux. D'accord, Gabon d'accord c'est mieux, on va retenir cette formule. Alors Monsieur Frédéric Bamisang, on va petitement vers la fin de cette émission, peut-être revenir justement sur les actions qu'il faut mener destinées à renforcer justement ce lien-là entre l'armée et la nation. On va commencer par vous. Il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui sont initiées pour renforcer le lien armée-nation. Nous avons la Journée nationale de la défense. Vous voyez, c'est une opportunité pour... c'est un rendez-vous entre l'armée et le peuple. Vous voyez, et ces journées-là, on doit les étendre. Elles ne doivent pas se passer seulement à Libreville, au niveau de la capitale. Il faut les étendre pour que la population aille à la découverte de son armée. Et cela peut également susciter des vocations au niveau des plus jeunes qui s'intéressent de plus en plus à l'armée. Parce que pendant ces journées-là, il y a des stands, des stands d'exposition. L'armée, les spécialistes de l'armée, n'est-ce pas, expliquent aux populations c'est quoi, qu'est-ce que l'armée, quel est le rôle de l'armée, quels sont les avantages d'intégrer l'armée. Et ceux qui sont réceptifs à ce message développent justement des vocations. Et il faut encore aller au-delà justement de ces journées de la défense et mettre en place ce que j'appelle des structures de liaison entre le peuple et l'armée. L'une des structures de liaison et qui marche de plus en plus bien aujourd'hui, c'est le Prytanée militaire. Vous voyez, c'est le Prytanée militaire. Sauf que ce Prytanée militaire-là... doit être reformé? Non, pas être reformé. Ce Prytanée militaire aussi doit être représenté à l'intérieur un peu partout. Si c'est les rigueurs que vient de citer le général Moussi, la promptitude, l'honnêteté, si l'armée incarne toutes ces valeurs et que ce sont les valeurs de la République qu'on doit inculquer à la nation, vous voyez que l'école de l'armée devient justement la vitrine de l'école au Gabon. Vous voyez, le Prytanée militaire a cette réputation de bien former, de produire des citoyens de bonne facture. Et celui qui est dans mon village à Elop, à OEM, ou celui qui est à Moulingi-Biza, qui veut inscrire son enfant au Prytanée militaire pour avoir toutes ces valeurs. Vous voyez, il n'a pas cette possibilité parce que le Prytanée militaire est encore, justement, ce sont des initiatives qu'il faut amplifier à l'intérieur du pays pour que tout Gabonais ait la possibilité de pouvoir apprendre dans les structures militaires. En dehors de ça, nous devons également revenir sur ce que j'ai envie de dire, la formation civique. La formation civique organisée par l'armée. Vous voyez, c'est l'un des moments forts qui a marqué, je vais dire, nos dévanciers qui ont profité de cette formation civique et qui, aujourd'hui, n'arrêtent pas de dire ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons été formés par l'armée, non pas dans le but d'intégrer l'armée, mais dans le but, justement, d'acquérir les valeurs fondamentales à la nation que l'armée incarne. Merci, ça va être votre mot de fin. On va donner également l'occasion au général Moïsi de conclure justement que faut-il faire de manière concrète au-delà de ce que M. Frédéric... Que faut-il faire de manière concrète pour renforcer davantage ce lien entre l'armée et la a ce devoir d'appuyer l'action gouvernementale, surtout quand il est question de mener des politiques de proximité citoyenne. Je prends l'exemple des dons de sang. Les militaires, à hauteur de 3000 poches de sang, ont contribué à l'animation du Centre national de transfusion sanguine. Je prends l'exemple des vecteurs aériens qui ont fait récemment, déjà depuis récemment, en début d'année, la démonstration d'une logistique interposable entre les provinces avec les manuels scolaires. Je prends l'action du génie militaire dans les travaux de réfection et dans les travaux d'ensoleillement des routes. Je prends l'action des actions civilo-militaires qui sont menées par la marine.
Je prends tout ce qui est lié à la sécurisation des personnes pendant les périodes de maintien de l'ordre. Notre armée, nos forces de défense et de sécurité se sont investies 24 heures sur 24, et ça c'est depuis avril 2020 avec le Covid. Ce sont des actions à saluer. C'est ça la proximité. C'est ça la proximité. Et la proximité, c'est aussi aller vers les populations pour détecter les jeunes qui veulent vraiment faire de l'armée. Dans un principe du follow me, vous savez, ce souci d'exemplarité, le jeune qui veut rentrer dans l'armée, il faudrait qu'il soit séduit. Alors quand il voit un militaire humaniste, c'est qu'il a vraiment envie d'intégrer l'armée. C'est ça. Alors, merci à vous, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Je rappelle que vous êtes le général Guy Pamphile-Mouissi, consultant du CTRI. Il y avait également avec nous monsieur Frédéric Mbamisong, expert et spécialiste des questions de défense. Monsieur, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci beaucoup. Merci. Le grand débat du soir, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain à la même heure avec de nouveaux invités et naturellement un nouveau thème.